Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission. Tu dis bonjour, Sid? Dis bonjour à la caméra. Oh oui, fais petit bisou à la caméra, le doudou. Mouah. Voilà, Sid vous dit bonjour aussi. J'espère que vous avez passé, que la rentrée s'est bien passée, parce que pour les mamans c'est toujours un peu compliqué. Il faut remplir tous les cahiers, il faut faire les inscriptions aux assos. Enfin bref, voilà. On se retrouve aujourd'hui, on va parler chronique médicale avec Laurine Rivoilan. Et voilà, Sid m'embête un tout petit peu. Et aujourd'hui, on va parler de la contraception. Parce que c'est comme... Bon bah voilà, il n'a pas du tout envie, contraception, ça l'intéresse pas. Donc comment bien se protéger. Et il va me le faire tomber. Bravo, bravo Sid, je te remercie. Donc ça veut dire, en fait, je vous explique, ça veut dire, tu ne t'occupes pas assez de moi, est-ce que tu peux être un petit peu plus présente avec moi? Et notamment, il voudrait, je vous montre, que je lui gratte le dos. C'est ça Sid, tu veux que je te gratte le dos? Voilà. Allez, on retrouve Laurine tout de suite, salut. Bonjour ma chère Laurine. Bonjour. Alors on te retrouve pour une nouvelle chronique santé et aujourd'hui on va parler de contraception. Vaste sujet. Ah oui. Déjà, est-ce qu'il y a un historique sur la contraception? Ouais, tout à fait. Du coup, la contraception hormonale, elle a été créée, alors je vais même te dire ça un peu plus tôt. L'hormonale, elle a été créée, en fait, celle d'aujourd'hui, dans les années 1950. C'est tôt, hein? Ouais, au Royaume-Uni. Par Pincus, docteur Pincus, je sais pas comment on prononce. Il avait un nom. Voilà, ouais. Et il a inventé en fait en même temps une contraception hormonale avec des oestrogènes et des progestatifs pour les femmes et une contraception hormonale pour les hommes. Voilà. C'est-à-dire qu'il existe autre chose que le préservatif ou la vasectomie, tu vois, un petit peu plus radical. Ça consisterait à injecter en fait une fois par semaine des hormones à des hommes toutes les semaines et ce serait efficace au bout de 3 mois. C'est une efficacité à 99%, c'est vraiment très très fiable, sauf que ça demanderait à nos chers conjoints d'aller se faire piquer toutes les semaines. Donc en fait, en pratique, ça paraît difficile de leur imposer ça. Donc on préfère nous imposer à nous le reste de la contraception. Et pourquoi ça, on n'en parle pas plus que ça? C'est toujours le même problème, quoi. Égalité homme-femme, démerdez-vous, prenez-vous... Après, c'est toujours le même souci. Alors, il existe aussi les slips chauffants pour les hommes. Donc, en fait, chez slip chauffant, c'est un slip, en fait, qui porte les testicules plus proches du corps. Et donc, les testicules, elles sont en dehors du corps, exprès pour pas être à 37 degrés, parce que sinon, ça tue les spermatozoïdes qui sont en création. Donc, les testicules sont en dehors du corps pour être plus basses, en dessous de 35 degrés, pour qu'il puisse y avoir une spermatogénèse. Et en fait, le fait de mettre les testicules proches du corps, avec un slip kangourou, tu vois, un soutien-gorge de testicules, et du coup, ça détruit les spermatozoïdes. Mais il faut le porter pendant plus de 15 heures par jour. Et ça veut dire pas la nuit. C'est-à-dire que la nuit, en fait, déjà, voilà, la température, pour les hommes, c'est pas suffisant. En fait, il faut aussi que la journée, il y ait les testicules qui soient remontés. Donc ça veut dire tous les jours, en continu, un slip spécifique à leur imposer. Ouais, et en donc fait, pas simple. Voilà, pas simple. Et puis surtout, en fait, s'il oublie son slip, ou il oublie d'aller se faire piquer une fois par semaine, et du coup le risque de grossesse il est toujours pour la femme et c'est elle qui assumera les conséquences. Ouais, donc c'est pour ça que du coup la femme, c'est pour ça qu'elle se prend en charge depuis le départ. Exactement. En fait, je pense que pas c'est confiance trop... Et j'ai lu des choses intéressantes. Depuis la nuit des temps, les femmes, elles savent que si elles se font des douches vaginales, si elles sautent, si elles se mettent des plantes spécifiques après le rapport, ça limite les risques de grossesse. Donc tu vois, elles ont une connaissance en fait de la procréation depuis la nuit des temps. Tiens, la douche vaginale, je fais une petite aparté. C'est quoi vraiment? En fait, ça consiste à utiliser un jet d'eau pour aller nettoyer l'intérieur du vagin et faire tomber toutes les sécrétions. Mais donc, tu t'enfonces le truc dans Non, tu vas... Si tu peux, t'écartes un peu les lèvres, puis tu fous un petit jet dedans, un petit jet d'eau, mais franchement, c'est pas du tout efficace. Mais t'as pas un risque avec les doigts, de détruire ta flore, ça c'est sûr, et puis de pas tout enlever les spermatozoïdes, ça c'est certain. Donc les échecs qui sont vraiment énormes, on conseille pas du tout cette méthode-là. C'est pas fiable, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Alors restons peut-être du coup sur les hommes. Effectivement, ça existe la contraception depuis longtemps. Aujourd'hui, il n'y a pas des nouvelles choses qui arrivent sur le marché pour les hommes? À part les slips chauffants, justement. Il n'y avait pas une pilule? C'est un peu le même principe que l'injection, en fait. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que la forme, en fait, sous les injections, ils sont peut-être en train de créer un protocole de pilule, mais c'est pareil, s'il oublie sa pilule, on en revient toujours au même. Ouais, donc c'est ça. C'est pas, voilà. Ouais. Bon, alors la contraception, on commence à quel âge? On commence dans quel cas? Est-ce que c'est pas forcément que pour les rapports? Oui. Et comment on fait et qui on va voir?
Alors, on Si on ne veut pas en parler à papa, maman. Ouais, il y a ça enfin, aussi. maman surtout. On commence quand on en ressent le besoin. Alors, soit d'un point de vue de la régulation des cycles menstruels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des jeunes de 14-15 ans à qui on va proposer une contraception hormonale pour leur permettre d'aller en cours, d'éviter de développer des ovaires polykystiques, de l'endométriose ou simplement un syndrome prémenstruel invalidant. Donc, ça peut être la raison de la prise de la contraception. Ça peut être en effet pour le risque de grossesse. Ça peut être aussi pour éviter les risques de transmission de MST. Donc à ce jour, on n'a que le préservatif. Ouais, ça, il faut bien le rappeler quand même. Ah ouais. Et il ne fonctionne pas sur tout. Il ne fonctionne pas sur tout, il ne fonctionne pas sur le papillomavirus. Ouais, ça c'est quand même super important. Trop petit en fait comme virus. Alors pour donner les chiffres, le virus du sida il est 2 fois plus gros que le papillomavirus. Donc le virus du sida il est freiné par le préservatif. Encore il faut qu'il soit bien utilisé, il ne faut pas qu'il y ait eu des lubrifiants à base d'huile qui les rendraient poreux, donc encore plus perméables du coup. Et le papillomavirus ça ne fonctionne pas puisque de toute façon on en a partout, on en a sur la peau, par simple contact en fait des muqueuses, sans avoir une pénétration même, on a une transmission de papillomavirus. Donc papillomavirus, le meilleur réflexe, c'est dépistage et vaccin. Et vaccin, exactement. Moi j'ai vacciné mes garçons. Ouais, et ben ouais, exactement. Depuis quelques temps en France, on peut vacciner les filles et les garçons. Non, les garçons, c'est pas si. C'est très récent. Hein. Alors je vais te dire que mon fils aîné, quand il est arrivé chez une médecin à Lyon qui lui a dit vous êtes homo ? Ah oui, ouais, il a éclaté de rire et en fait elle lui a dit mais pourquoi vous faites ce vaccin ? Et j'ai trouvé ça hallucinant qu'elle dise ça. Alors le côté homosexuel en fait c'est vraiment parce qu'il y a quelques années encore en arrière en France on avait le droit de vacciner les garçons mais uniquement s'ils étaient homosexuels. Je te raconte pas la discrimination aux yeux de la Sécu pour qu'ils soient pris en charge. Donc bien sûr éthiquement parlant ça passe pas du tout et en plus c'est pas démontré. C'est-à-dire que bien sûr il y a des risques de papillomavirus au niveau de l'anus, pas forcément que le col de l'utérus, il y en a sur le pénis, l'anus, la gorge, voilà, il peut y avoir d'autres papillomavirus. Donc la transmission en fait elle est hétéro, homo, chez les jeunes, chez les plus vieux, il n'y a pas de normes. Ouais, donc vigilance par rapport au papilloma, donc on ne le dit pas assez, mais vaccinez-vous, vaccinez vos garçons et vaccinez vos filles, parce que dans certains pays, comme on l'avait déjà dit, mais l'Australie et les pays nordiques, je crois qu'ils ont éradiqué le papillomavirus. Alors c'est en certains prévision. cancers. L'Australie là, à force de vacciner les filles et les garçons depuis plus de 15 ans, ils ont en fait établi qu'en 2037 il y aura plus de cancer du col de l'utérus. Ouais, donc c'est énorme. C'est énorme, parce que c'est un cancer qui est quand même pas top. Hein. Oui, puis voilà, comme on dit, les virus oncogènes du papillomavirus, ceux qui vont faire un cancer, il y en a du papillomavirus, ils vont faire que des verrues, tu vois. Il y en a d'autres, ils vont faire des cancers. Et ces virus-là, du coup, ils sont dans le vaccin. Donc ça prévient aussi les risques de cancer de l'anus, du pénis, de la gorge. Ouais, ok, d'accord. Donc, alors, contraception. Allez, allons-y. Alors, pour moi, la contraception, il faut que ce soit la patiente qui choisisse sa contraception en accord avec le professionnel qu'elle va voir, médecin traitant, gynécologue, sage-femme. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment un dialogue. C'est-à-dire qu'il doit y avoir déjà une prise des antécédents, un accueil, bienvenue. Voilà, on a des méthodes qui permettent de faire dans un bon déroulement pour que la patiente se sente en sécurité, qu'elle ose poser les questions qui la concernent, les questions intimes, les croyances, de faire un point aussi sur ce qu'elle croit savoir. Par exemple, il y a des trucs qui sont... par exemple, que le stérilet cuivre est abortif. C'est-à-dire que le stérilet cuivre, on dit, en fait, il y a certaines religions, on dit je ne peux pas mettre de stérilet cuivre parce que ça n'empêche pas la fécondation, mais ça empêche uniquement l'implantation. Et donc, du coup, en gros, ça veut dire que le fœtus, enfin l'embryon, serait fécondé et ne pourrait pas s'implanter à cause du stérilet cuivre, donc ça ferait une mini-IVG. D'accord. Et en fait, ça, c'est pas démontré. Ce qui est démontré, c'est que le stérilet en cuivre, c'est un des plus vieux moyens de contraception qui existe d'ailleurs, c'est un spermicide. Ça veut dire que le fil de cuivre tue les spermatozoïdes. S'il y a des spermatozoïdes qui arrivent quand même à passer au-delà, il y aura fécondation et il y aura implantation. C'est pour ça qu'il y a des grossesses sous cuivre et c'est pour ça qu'il y a aussi des grossesses parfois extra-utérines. L'avantage du cuivre, c'est que le moindre signe de grossesse, on l'a tout de suite. On a une absence de règles, on n'est pas encore sous fausses règles, tu vois, comme sous une pilule par exemple. Donc on aura une absence de règles, symptômes nausées, vomissements, fatigue, tout ça. Donc on saura tout de suite. Ok, d'accord. Voilà, par exemple, le stérilet cuivre, c'est pas abortif. Ok. Et ça, c'est un truc que tu conseilles, mais je crois que ça donne pas mal de... Tu saignes pas mal pour le... Ouais, stérilet cuivre, ça n'a pas de bénéfice. C'est-à-dire que ça ne va pas réduire les règles, ça ne va pas réduire l'abondance, ça va pas... C'est une contraception naturelle, en fait. C'est ce que j'aime bien dire que c'est comme un préservatif d'utérus. Ok, donc c'est le plus naturel, c'est ce qu'on peut conseiller s'il n'y a pas de problème de règles douloureuses et autres, mais ça provoque des règles abondantes. Alors, en fait, ça provoque des règles naturelles. Il y a certaines femmes qui vont avoir 5 à 6 jours de règles, dont
3 jours abondants, ça peut être acceptable. Si elles sont au-delà d'une semaine de règles, je leur conseille d'arrêter le stérilet cuivre parce qu'elles vont être anémiées, elles vont être fatiguées. Donc voilà, certaines femmes sont trop sensibles au cuivre et vont développer des saignements plus importants. Ok, donc vu qu'on est dans les stérilets, on a le fameux Mirena. Oui. Le Mirena, du coup, c'est le stérilet le plus ancien qui existe en termes de progestatif. Donc, c'est ce modèle. Là, en fait, il y a ce qu'on appelle le corps du stérilet, qui est une réserve hormonale. Et ça, c'est les bras. C'est juste pour qu'il reste dans l'utérus. L'utérus qui a la forme d'un triangle. Donc, en fait, c'est pour ça que le stérilet a une forme de T. C'est pour pouvoir rester dans l'utérus. Il n'est pas fixé dans l'utérus. Il bouge avec la patiente. Il se déplace. En fait, un stérilet qui va bien, il s'oublie. Donc, on doit avoir les rapports qu'on veut, faire les sports qu'on veut, prendre les médicaments qu'on veut. On doit l'oublier. Donc ça ne doit pas faire mal, on est d'accord. Ça ne doit pas faire mal, ouais. Que ce soit un cuivre, un Mirena ou voilà, un autre hormonal. Ensuite, il y a eu d'autres stérilets hormonaux qui sont sortis. Il y a eu d'abord le GEDES, qui est en fait un stérilet pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Donc c'est un Mirena, mais spécifique pour les jeunes filles, avec une réserve de progestatif pareil, qui diffuse pendant 3 ans, alors que le Mirena diffuse pendant 5 ans. Donc c'est le moyen de contraceptif le moins fort qui existe sur le marché parce qu'il n'y a que des progestatifs et pas d'œstrogènes, je referai un petit topo tout à l'heure, et c'est celui qui a le moins de charge progestative. Donc en fait, il va diffuser pendant 3 ans en local, donc en fait c'est le moins fort de tout ce qu'on pourrait avoir sur le marché. Et il coupe les règles aussi, ces deux-là ? Alors du coup, un tiers des femmes n'auront plus de règles du tout, un tiers des femmes auront des spottings, c'est des pertes de sang marron un peu n'importe quand, en fonction de leur tolérance ça devient pénible, elles arrêtent, et un tiers des femmes du coup auront des règles juste un peu réduite. Mais du coup, quand ça te coupe les règles, c'est pas contre nature ? Bonne question. Ouais. Alors du coup, de plus en plus, on va conseiller aux femmes de ne pas avoir leurs règles parce qu'il y en a la plupart du temps, moins elles les ont, mieux elles se portent. Alors si on réfléchit, justement, ça c'est une des questions que j'aime bien aborder, on se met en mode préhistorique. Tu vois, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de contraception. On est homme des cavernes, femme des cavernes. 16 ans, 15 ans peut-être, premier rapport, grossesse. Tu n'as pas de règles pendant 9 mois, tout le temps de ta grossesse. Ouais. Tu vas avoir des saignements à l'accouchement. Et ensuite, si tu es en préhistoire, tu n'as pas de lait artificiel, tu es obligé d'allaiter. Allaiter longtemps, de façon exclusive, ça veut dire au moins 2 ans, pour que l'enfant puisse ensuite manger assez de fruits et légumes, et puis être légumes, assez de fruits, et en tout cas ce qu'ils pourront faire en cueillette. Pour pouvoir être autonome. Donc en fait, tu allaites très longtemps. Si tu allaites de façon exclusive comme ça, très fréquemment, et ben, en fait, ça te coupe les règles. Ouais. Donc tu n'as pas de règles pendant quasi 2 ans. Tu n'as pas le temps d'avoir tes règles, parce que le gamin commence à dormir, il s'alimente, il a des hormones. Exactement. Tu redéclenches une ovulation, bim, regrossesse. Donc en fait, on est faite pour enchaîner les grossesses. Tous les mois, si on est sous cuivre par exemple ou préservatif, on va perdre à peu près 80 ml de sang. Tous les mois. Donc en fait, beaucoup de femmes sont anémiées, épuisées parce qu'elles perdent trop de sang tout le temps. Ouais. Donc, il y a les deux façons de voir. Soit psychologiquement, tu as besoin d'avoir tes règles, tu veux pas d'hormones, être au plus simple possible, et ben on va partir sur un stérilet cuivre, on va essayer de voir si ça correspond. Soit il y a des femmes qui disent moi, moins je les aime, mieux je me porte. Mais c'est marrant parce que toi qui es quand même très nature, du coup, t'es pas contre ce genre de. Mais alors, moi je trouve que c'est bizarre parce que tu as l'impression quand même chaque mois que c'est presque libérateur quand on a nos règles et que ça te vide et que tu te purifies un peu. En fait, c'est cool, parce c'est exactement les questions que j'aime. C'est ça. En fait, ces stérilets-là, ils empêchent le sang de se mettre tous les mois dans l'endomètre. Donc en fait, tu as l'utérus avec le muscle que je représente par mes mains, et à l'intérieur, tu as une tapisserie qui s'épaissit tous les mois pour accueillir l'œuf implanté, pour faire du coup la nidation quand tu veux avoir une grossesse. Si tu as un Mirena qui est dans l'utérus, du coup, et ben en fait, de mois en mois, tu auras de moins en moins de règles parce que cette paroi, elle s'affine. Donc si tu as la paroi qui s'épaissit sous influence hormonale, et ben tu auras des spottings ou tu auras des règles. S'il n'y a pas de paroi d'endomètre qui est épaisse, tu n'auras pas de règles. Donc en fait, ça bloque rien. Et du coup, il n'y a pas de sang qui s'accumule dedans, ça ne pourrit pas, ça ne s'accumule pas, et donc il n'y a pas à purifier. Il n'y a rien qui s'accumule. Mais par contre, quand tu dis à la préhistoire, les femmes, du coup, elles étaient enceintes tout le temps, mais elles étaient enceintes. Elles ne saignaient pas parce qu'elles étaient enceintes ou elles allaitaient. Tandis que là, elles étaient enceintes. Oui, là, elles étaient enceintes. Voilà. Donc là, quand même, c'est. C'est pour ça qu'en fait, c'est de l'artificiel, hein, bien sûr. Mais en fait, moi, je suis contre rien du tout. Je suis vraiment pour la patiente, tu vois, ce qu'elle ressent. Il y a des femmes, par exemple, je suis pas spécialement à prôner l'utilisation de la pilule très forte, machin et tout. Mais en fait, il y a des femmes, si elles ont pas ça, si elles ont leur variation hormonale naturelle avec la progestérone qui monte en fin de cycle et la chute derrière, elles ont des tentatives de suicide, quoi. Donc, il y a des femmes qui ont une hypersensibilité
hypersensibilité. Ça s'appelle des syndromes prémenstruels dysphoriques. C'est un truc de malade qui devrait vraiment être de plus en plus en devant de la scène parce qu'il y a des femmes qui sont complètement isolées à cause de ça. Et c'est des femmes qui en fait ont des influences hormonales telles que ça les handicape. Elles n'ont pas juste mal au sein. Donc c'est aussi de la dépression et tout ça. En fait, c'est un syndrome psychique et physique. Donc elles ont des vrais symptômes psy, mais elles n'ont pas de troubles psy de base. C'est hormonalement parlant, ça leur fait péter un câble. Donc dans ces cas-là, il faut se mettre sous. Et du coup, en ayant en fait une œstroprogestatie, ça va bloquer les ovaires, éviter qu'elles aient trop de sang, avoir trop de tension mammaire, tout ça. Donc ça peut les aider à réguler et à pas avoir de l'absentéisme scolaire 3 jours par mois aussi. Quoi. Et pareil, c'est des jeunes filles qui ont des règles très douloureuses, des grosses douleurs au dos. Comment on peut gérer ça ? Du coup, il va y avoir tout ce qui va être à côté aussi, c'est-à-dire le fait de baisser le stress, d'utiliser des antalgiques, notamment des anti-inflammatoires. Ça, c'est un truc impressionnant, c'est que tout le monde, beaucoup de gens utilisent des anti-inflammatoires, mais ne savent pas comment les utiliser. En fait, l'anti-inflammatoire, son nom l'indique, ça empêche l'inflammation. Sauf que si on attend d'avoir de la douleur pour dire « Ok, je prends un anti-inflammatoire », c'est-à-dire que l'inflammation est déjà là. Donc en fait, un anti-inflammatoire, pour que ça marche, on doit le prendre au tout début des douleurs. Donc, tu sais que tu as tes règles demain, presque en préventif la veille. J'exagère, mais première crispation de ventre, première contraction, premier écoulement sanguin, on prend un anti-inflammatoire si on a des règles douloureuses pour éviter l'inflammation. Comme pour les règles, comme pour les migraines. Si tu prends pas au début de ta migraine, t'es foutu, quoi. Et on peut, du coup, utiliser après de l'ostéopathie pour aider la régulation, pour les tensions ligamentaires, le dos, tout ça, tu vois, paquet de blocage. On peut faire de l'acupuncture pour réguler les cycles. On peut prendre des plantes pour apaiser les tensions mammaires. En fait, dès que tu vas soigner des petits symptômes, ça va faire baisser l'intensité globale de la douleur. Mais c'est vrai que c'est dingue quand même ce que peuvent provoquer les règles chez des femmes. Et tu le vois dans le changement de vie d'une jeune fille qui vient de les avoir, comme c'est impactant en fait. Et comme ça intéresse très peu la médecine, en fait, on ne sait toujours pas quels sont les mécanismes. Et là, même si on a ça depuis toujours. Et c'est quand même des moments handicapants, quoi. Les premières recherches, elles ont été tardives et puis on n'est toujours pas sûr de tout. En fait, il y aurait plusieurs syndromes prémenstruels. Donc, plusieurs causes. Donc, on a vu alors les stérilets hormonaux, stérilets au cuivre. Je voulais juste montrer la taille des stérilets à cuivre parce que c'est vrai que souvent on n'imagine pas en fait, mais c'est vraiment tout petit et c'est suffisant. Voilà, on peut pas le perdre, on peut pas le vomir, on peut pas l'oublier. Donc en fait, en pratique, c'est plus fiable qu'une pilule. En théorie, la pilule est plus fiable parce qu'elle bloque les ovaires et tout, mais en fait, en pratique, on a moins d'oubli et du coup, le stérilet est plus fiable. Pour mettre en place le stérilet, en fait, on a des inserteurs comme ça. Donc, quand on vous vend des boîtes, elles sont énormes. Il ne faut pas hésiter à ouvrir les cartons, aller voir ce qu'il y a dedans. D'accord ? Votre gynéco vous engueulera pas, vous avez le droit de regarder. Et il faut du coup rentrer les bras dans le petit bâton. Donc en fait, il n'y a que ce petit bâton qui va passer le col de l'utérus. Et une fois qu'on arrive à l'entrée de l'utérus, on va pousser le stérilet pour qu'il se déploie et il va trouver sa taille, sa place. Enfin, il va trouver sa place. C'est juste comme ça. Ouais, c'est tout simple. Moi, j'ai jamais osé en mettre. Ouais, c'est vrai. C'est pas plus compliqué qu'un frottis. En fait, c'est un peu les mêmes sensations parce qu'on trafique au même endroit. Voilà, on va un peu plus haut. Il peut y avoir une contraction utérine au moment de la pause. On ne doit plus jamais ressentir ce niveau de douleur-là. Derrière, il peut y avoir des tiraillements de bas-ventre, douleurs de règles. Et en fait, après, on doit l'oublier. Un stérilet qui va bien, il s'oublie. Et il n'y a pas de problème pour le retirer le jour où on veut le retirer ? Hyper facile. On tire sur la ficelle. On peut même le faire soi-même. Franchement, il suffit de toucher où est son col, d'essayer de choper les fils. Et on tire sur les fils. Et voilà. Du coup, mais Les bras, en fait, ils se replient comme ils avaient fait pour l'inserteur. Et ils repassent le col. Très simple, Ça fait pas mal le retrait. Après, il y a l'implant. L'implant du coup donc c'est un peu le même style d'hormones qu'on a dans le Mirena, le stérilet hormonal, c'est uniquement un progestatif. Alors l'intérêt des progestatifs, que ça soit sous implant, sous Mirena, stérilet hormonal ou sous pilule en continu, 28 comprimés qu'on n'arrête jamais, c'est qu'il n'y a pas d'œstrogène. Les œstrogènes, c'est ce qui est contre-indiqué dès qu'on va avoir des facteurs de risque. Plus de 35 ans, consommation de tabac, obésité, antécédents de cancer du sein, voilà, tu vois, des choses vraiment qui vont faire qu'à 35 ans on doit changer, on va passer là-dessus. L'allaitement, on ne peut pas avoir d'œstrogène, des migraines à répétition avec aura, on ne peut pas avoir d'œstrogène. En fait, il y a beaucoup de facteurs de risque où on va vous orienter vers tel type d'hormone ou tel type d'hormone ou du sans hormone. Cancer du sein, hormonodépendant, il n'y a même plus d'hormones du tout, même des progestatifs. On dit que les progestatifs vont avoir une valeur protectrice sur les cancers de l'endomètre. Parce que justement, ça réduit l'épaisseur de l'endomètre, donc il y a moins de cellules qui pourraient se développer en cancer. Donc du coup, en fait, la protection sur les cancers du col, enfin de l'endomètre, pardon, pas du col. Et les œstrogènes
serait plus à risque d'augmenter les risques de cancer du sein, mais serait protecteur des cancers des ovaires. Donc tu vois, tu peux pas être radical en fait. Ouais, c'est ça. Parce que il y en a qui sont bénéfiques, mais qui ont des effets secondaires aussi. Donc faut juste milieu. Donc tu dis pour ceux qui peuvent provoquer des cancers du sein, c'est ceux aux oestrogènes. Ouais, c'est ça. Ouais. Augmentation des risques. Ouais. C'est toujours pareil. Ok. Donc les implants, c'est du coup un progestatif qui diffuse pendant 3 ans, qu'on va venir mettre en fait entre les deux muscles là sous le bras. Donc ça, en fait, on le fait beaucoup chez les jeunes. Les parents, ils aiment bien parce qu'en fait, c'est le truc le plus sécure qui existe. Ouais, puis ça se voit. Ouais, voilà, tu peux le sentir en tout cas. Normalement, ça doit pas trop se voir, mais tu peux. Il est sous la peau, hein, bien sûr. Juste sous la peau, ouais, comme juste ça. Sous la peau, ouais, ça fait mal à mettre? Non, en fait, on met un patch anesthésiant. L'aiguille est un peu grosse, mais avec le patch anesthésiant, ça passe sans problème. Puis après, tu le sens plus. Bah, si tu touches comme ça, tu vas le sentir, mais tu peux faire du tennis. Il est dans le muscle et tout? Non, il est pas dans le muscle. Il est vraiment en sous-cutané. Ah ouais. Ouais, on tire la peau comme ça, là, puis on le met juste sous la peau, quoi, dans la graisse, entre les deux muscles. Et donc ça diffuse pendant 3 ans. Et comme on peut pas le perdre, on peut pas l'oublier, on peut pas le vomir, il peut pas se déplacer, contrairement au stérilet qui pourrait se déplacer, c'est un des risques mineurs, mais ça existe. Ouais. Et ben du coup, c'est le moyen de contraception le plus fiable qui existe en France, c'est l'implant. Et celui-là, il a quoi comme effet? Par exemple, tu as des règles douloureuses? Alors, ça c'est il bien coupe les règles, du coup celui-là, parce que du coup il diffuse 100% du progestatif, donc tu vois ton endomètre il se réduit tous les jours. Donc normalement il coupe les règles, ou alors chez les femmes hypersensibles, il va faire des spottings, des pertes de sang marron tout le temps. Donc elles l'enlèveront quoi. Ok. Ouais, comme le Mirena. Parfait. Et après il y a les pilules, les patchs pilules et les anneaux. Alors, les pilules. Donc les pilules, je vais pas revenir sur la pilule en progestatif en continu. Ouais, ça c'est genre la césarette que tu prends quand t'allaites, voilà, faut pas l'oublier. C'est ça. Voilà, donc la molécule c'est désogestrel 75 et il existe une multitude après de molécules. C'est tout des génériques. Certaines femmes ont des sensibilités aux génériques, donc faut pas hésiter à le dire. Si on vous a donné Cerazette et puis que ça va bien et le lendemain on vous donne Antigone, c'est un générique, et que ça va plus, vous avez des spottings tout le temps alors que vous n'en avez pas, vous n'êtes pas folle quoi. Ouais, parce que ça, on a tendance à dire, moi j'ai eu sur le tamoxifène, traitement hormonodépendant, et c'était pas du tout, quand on m'a pas donné les mêmes génériques, je les supportais pas du tout de la même façon. Tu as eu des effets secondaires autres avec les génériques? Complètement. Après, des fois, les génériques sont mieux supportés que la molécule de base. Je suis pas contre les génériques du tout, au contraire. Mais voilà. Ouais. Donc, pilules, donc on a effectivement celle-là, et alors après, on a des pilules qui sont assez controversées, qui peuvent donner aussi il faut faire attention, avec des thromboses et des choses comme ça. Thrombose, phlébite, AVC, embolie pulmonaire, tout ce qui est cardiovasculaire en fait. Donc, ce que donnent pas les implants et les stérilets. Exactement. Implants, stérilets, pilules en continu type désogestrel 75, on va pas faire de bilan cholestérol. Voilà, par exemple, il n'y a pas de surveillance cholestérol parce que si on a du cholestérol dans la famille, on a le droit à ces contraceptions-là, ça ne monte pas le cholestérol, ça n'augmente pas les risques cardiovasculaires parce qu'ils sont isolés. Ce qui augmente les risques cardiovasculaires, c'est quand on l'associe à un œstrogène. Donc l'œstrogène, c'est ce qui va bloquer les ovaires et en fait, ça entraîne une rigidité artérielle. C'est-à-dire que c'est comme si on fumait. Voilà. Donc c'est pour ça que quand tu fumes, tu peux pas avoir la pilule en même temps ou il faut choisir. Normalement, on essaie de te dire arrête de fumer parce que du coup, ça rigidifie les artères, donc ça augmente les risques cardiovasculaires et ça peut augmenter le cholestérol. Donc sous anneau, patch, pilule de 2e, 3e, 4e génération, on doit faire un bilan cholestérol au bout de 3 mois, voir si ça va. Et ensuite, on doit refaire tous les 5 ans parce que l'organisme, il change quand même. Ok, et donc l'implant, l'anneau, c'est pareil? Ouais, l'anneau, c'est pareil. Œstroprogestatif. L'anneau, du coup, donc en fait, c'est un mécanisme comme ça qui diffuse pendant 3 semaines. Donc il y a des œstrogènes et des progestatifs dedans. On le plie, on l'insère comme un tampon au fond du vagin, peu importe comment il se met, on s'en fout. Du moment qu'il est dans le vagin et qu'il diffuse, on est bon pour 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on le retire, on attend 1 semaine pour avoir les règles et on en remet un. Ouais. Voilà. Alors par contre ça déconseillé aux migraineuses. Alors contre-indiqué aux migraineuses avec aura, c'est contre-indiqué parce que c'est un œstroprostatif et c'est très fort en termes de dosage. Enfin c'est fort quoi. Le plus fort c'est le patch. Donc toi tu conseillerais quoi à des jeunes finalement? Tu conseillerais un implant ou les stérilets? Pas forcément parce que si elles ont de l'acné par exemple, tu me parles de jeunes, hein, et les progestatifs seuls ça a un côté androgénique. Ça veut dire que les risques des effets secondaires c'est augmentation de l'appétit, acné, cheveux gras, baisse de libido et parfois maux de tête.
Donc maux de tête, pas migraine, hein, maux de tête céphalique. Mais si vous avez des effets secondaires sous pilule, vous devez faire changer. Donc après, en fait, il existe des pilules de seconde, troisième, quatrième génération. Les générations, c'est juste la deuxième, c'est la plus vieille, la troisième, la plus récente, quatrième, encore plus récente. On dit que les troisième et quatrième générations augmentent les risques cardiovasculaires. Alors ça veut dire que d'emblée, première contraception 14 ans, on va donner une pilule de deuxième génération, Lilou pour pas la citer, et parce que en tant que praticien, on nous dit ça c'est ceinture et bretelles. Alors ouais, et encore pas trop parce qu'on met des oestrogènes, des progestatifs, il faut surveiller, et c'est pas forcément ce qui va correspondre le mieux à la patiente. Le plus gros risque, il faut quand même le rappeler, c'est la grossesse. La grossesse en termes d'hormones, c'est 10 plaquettes d'un coup, quoi. Voilà, c'est très très fort le risque de grossesse, et c'est ce qui va faire le plus gros risque de cardiovasculaire sur les thromboses et phlébites. Ouais. La grossesse, le plus gros risque d'avoir des troubles cardiovasculaires, c'est d'avoir une grossesse, parce que les hormones de grossesse sur le corps, c'est... Ah ouais, ok, d'accord. Donc il faut lutter contre la grossesse. En plus de ça, enfin lutter contre, si on veut pas de grossesse, hein, je suis sage-femme, je veux quand même bien qu'il y ait des grossesses pour continuer à avoir du boulot, quoi. Mais ouais, non, sinon, si on veut pas de grossesse, il faut lutter contre ça. Et en plus, après, les risques sur les pilules du lendemain, par exemple, sur les IVG, c'est bien plus fort que la pilule normale. La pilule du lendemain, c'est pas une contraception. Non, puis ça, faut pas l'utiliser. Oui, c'est ça, Donc, du coup, une patiente de 15 ans qui a de l'acné, si je la mets sous Lilou, il va y avoir plusieurs problèmes. Lilou, elle n'est pas forte. Elle est à 20 microgrammes d'œstrogène, c'est la moins forte dans cette catégorie-là. Du coup, une jeune, elle est très fertile, elle a beaucoup de variations hormonales. Donc, il faut qu'elle la prenne à la même heure Non, alors ça va. Elle peut la prendre au bout de 12 heures, sauf que le problème, c'est que c'est peut-être pas assez fort pour endormir ses ovaires, même si elle la prend très très bien. Donc, elle peut avoir ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative, ça veut dire un taux d'œstrogène des fois dans le mois où elle a quand même des pics d'œstrogène. Donc elle peut avoir tension mammaire, elle va doubler de poids, voilà, tu vois, donc ça va pas lui correspondre. Et en plus, le progestatif de Lilou, ça fait acné, cheveux gras, augmentation d'appétit, baisse de libido, maux de tête. Comme les progestatifs seuls. C'est pour ça qu'il existe les troisième et quatrième générations, c'est que c'est des progestatifs qui vont pas être androgéniques. Ils vont faire belle peau, beaux cheveux, beaux ongles, pas d'augmentation d'appétit, pas de baisse de libido, normalement. Mais risque cardiovasculaire. Risque cardiovasculaire légèrement augmenté. Légèrement augmenté, ça peut quand même doubler hein, selon les types de pilules. Donc on met jamais la plus forte d'emblée, tu vois. Mais après, entre une grossesse, une gamine qui va avoir des idées suicidaires parce qu'elle a 40 000 boutons d'acné, il faut quand même, faut un juste milieu. Donc il faut rediscuter avec elle. On vise toujours la contraception la plus adaptée à son mode de vie. Si elle bouge partout, elle est en compétition, elle va chez des copains, tout ça, lui mettre une pilule qu'elle n'a pas l'habitude de prendre, c'est compliqué. Je pose une question con là pour l'acné. Pourquoi de temps en temps, quand les garçons ont de l'acné, au lieu de donner du Roaccutane, on les met pas sous pilule? Parce que je pense que c'est pas le même mécanisme hormonal que nous. D'accord. C'est sûrement les troubles testostérone. En fait, la testostérone, c'est pro-acné. Donc en fait, c'est des variations testostérone qui balancent de l'acné. Et du coup, les pilules, c'est œstrogène et progestatif. Donc c'est pas les mêmes hormones. Du coup, ça va pas répondre pareil. Et il peut y avoir de la phyto, il peut y avoir de l'alimentation, il peut y avoir plein de trucs pour l'acné. Hein, autre que le Roaccutane. Alors, est-ce qu'on a tout dit sur la contraception? On a dit pas mal, hein? On est pas mal. On est pas mal. On oublie forcément des choses parce que... Bon, de toute façon, si on veut te poser des questions, on peut envoyer des questions via la chaîne YouTube auxquelles tu peux répondre. Avec plaisir. Ouais, ça marche. Merci Laurine. De rien. Voilà, donc c'était la chronique médicale de Laurine. On se retrouve d'ici 15 jours. N'oubliez pas, les inscriptions sont déjà en ligne sur tous les stages. Oui, voilà, là, il veut absolument que je lui gratte le dos. Voilà, je vous montre, oui, je gratte le dos, mon chidou. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous envoyez un petit mail, on les fera passer à Laurine. Et puis également, n'oubliez pas de vous inscrire, enfin de vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Salut! Ah oui, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. À fond le doudou.